Et on est là surtout pour ça, pour partager avec vous et pour aussi propager le message de cette unité et du travail vraiment sacré de cette unité. Il y a des gens qui sont rentrés, on peut dire, en Guinée pour donner le paradis à leurs frères et sœurs qui sont tombés le 7 octobre ou dans la guerre à Gaza, au Liban. Et nous sommes en ligne avec le Rav Shraga Dahan. Rav Dahan, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes officier de l'armée israélienne, commandant dans l'armée israélienne, aumônier de Tsahal et membre d'une unité, malheureusement, qui est une unité qui a vécu, on va dire, des instants extrêmement douloureux depuis le 7 octobre. Il s'agit de l'unité d'identification des corps des victimes, en particulier des corps des victimes des massacres du 7 octobre. Et nous vous avons sollicité parce que l'un des membres de votre unité s'est suicidé il y a 2 jours. Il s'agit d'Ariel Meir Taman qui s'est suicidé probablement des suites d'un traumatisme, d'un post-traumatisme dû à ses fonctions au sein de cette unité. Alors, vous connaissiez Ariel Taman, même si vous n'étiez pas particulièrement proche. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui l'a conduit à prendre cette initiative, ce geste dramatique? Alors déjà, Ariel, c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui s'est donné énormément pour le peuple et pour le respect de tous les gens qui sont tombés, et le 7 octobre, et les soldats qui sont tombés dans la guerre. Et il n'a pas vraiment partagé. Il n'a pas vraiment partagé ses douleurs, il n'a pas vraiment partagé sa souffrance, et c'est ça le grand problème. Parce qu'en fait, il s'agit d'une unité qui a fait des choses très, très, très compliquées, très dures, et très importantes aussi. Parce que on peut dire que c'est les choses les plus kadosh, les plus saintes qui existent dans le peuple juif. Mais il y a des conséquences. Et les conséquences, des fois, c'est des conséquences secrètes, et quand on les dévoile, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, je voudrais vous ramener. On s'est parlé depuis, bien entendu. On s'est parlé au moment au début de la guerre, lorsque vous étiez en pleine activité, justement, dans cette mission sacrée d'identifier les corps des victimes du 7 octobre. Rappelez-nous, en fait, ce que vous avez fait à partir du 7 octobre et surtout pendant les premières semaines. Alors, je veux dire, et ça c'est quelque chose que je crois que les gens ils comprennent pas jusqu'à combien la profondeur du travail que les gens ils ont fait là-bas. Alors déjà, le 7 octobre, c'était des centaines et des centaines de victimes qui sont arrivées. C'est un événement qui est unique. C'est-à-dire des scènes qu'on a vues. Peut-être la dernière fois qu'il y avait des scènes qui ressemblaient un peu à ça, c'était peut-être un peu plus grand. Mais les scènes qui ressemblaient à ça, c'était à la Shoah. Ça veut dire des camions entiers qui attendaient, qui faisaient la queue. Ils arrivaient, on les ouvrait, et il y avait des gens qui tombaient du camion, des victimes qui tombaient du camion. On devait faire des calculs mathématiques, excusez-moi sur le terme, pour savoir qui sortir le premier, comment commencer à agir avec tout ça. Moi, on était en pleine activité, et les gens qui ont fait ça, mes amis, on n'a pas pensé à ça. On avait une seule pensée, comment réussir à identifier les gens et les amener à Kever Israël, les enterrer comme il faut, avec la pudeur et une certaine modestie, et tout en gardant leur faveur le plus vite possible. Et on a vu vraiment des choses très très dures que bien sûr que je ne vais pas partager avec vous, mais vraiment on a vu il y avait une cruauté très 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 pénible, et on peut dire même très rare, parce qu'on a fait des choses d'autres de notre vie dans ce sujet, mais vraiment, d'abord, c'était une quantité immense, une cruauté, et aussi des âges différents, et des fois aussi s'occuper des gens qu'on connaît, et accompagner des familles, et c'était vraiment, 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 vraiment dur. Et une des choses qui fait une grande différence entre le travail de notre équipe et ceux qui font ça toute l'année, parce qu'il y a des Chevron Kadisha, il y a peut-être même des gens à Zaka, ils font des travaux extraordinaires.
Mais chez nous, c'est vraiment le travail, à part s'occuper à la fin, on- les amener en Kéva Israël, c'est faire des procédures d'identification qui est très, très professionnelle. Ça veut dire aujourd'hui, du monde entier, les gens, ils viennent apprendre les méthodes de chez nous. Juste pour comprendre, le 11 septembre, avec toutes les victimes qu'il y avait là-bas, ils ont réussi à identifier entre 40 et 60%. Nous, après un mois, on est arrivé à 99%. Et, et c'est-à-dire, tout est fait très, très vite et très ponctuel. En 24 heures, quand il y a un soldat qui tombe, en 24 heures, on arrive à être dans le terrain qui est menacé par des. C'est dans le terrain de guerre, ou en Syrie, ou c'est en Liban, ou à Gaza. On arrive à amener tous les détails qu'on a besoin d'amener de ceux qui sont tombés. Les amener dans des laboratoires spéciaux qu'on a. On arrive à les identifier avec l'ADN, avec des tas de solutions technologiques. On arrive à s'en occuper, on arrive à vraiment à identifier avec une assurance, une sûreté, on dit comme ça. Et la chalote, ça veut dire être signé que c'est lui le victime, et après, l'enterrer. Tout ça en 24 heures, très très vite, et très très mouvementé. Et finalement, quand la guerre se termine, ou quand la guerre s'arrête, ou quand on dit à quelqu'un, voilà, tu as terminé 1 an et 8 mois, mais maintenant tu dois aller à la maison, il vient de l'endroit le plus simple possible. C'est quelqu'un qui a fait les choses les plus importantes dans l'âme juive, et tout d'un coup, il arrive dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, où il doit aller jeter la poubelle. D'ailleurs, jeter la poubelle, c'est pas si simple. Retoucher les nylons, on dirait que c'est un acte simple, mais juste un acte de prendre un sachet en nylon, ça ramène tous les. Ça ramène dans la Des chambre de. associations terribles, oui. Ouais, ouais. Et plein de choses comme ça. Imaginez-vous qu'on demande à quelqu'un de prendre. Excusez-moi, oui, sur le terme, parce qu'on a un peu. Oh, mais prendre de la viande surgelée du congélateur. Juste la femme demande de l'aide, mais Sur le sur marbre. le poulet du congélateur, c'est très dur, c'est très dur. Etc., etc. Des fois, arriver dans des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de personnes, c'est très dur. Et surtout, arriver à la vie quotidienne. Mhm. Je vais te donner un exemple. Sur moi, on a fait quelque chose de très, très compliqué. Finalement, après, on arrive dans notre communauté, quelqu'un nous dit, je suis rave d'une communauté, quelqu'un me dit, ah, Rav, l'inconditionné, le Mazgal fait un peu de bruit, pourquoi? Et les gens, ils ont moins de patience, on est tous avec moins de patience dans ces jours-ci. Et c'est comme être dans l'espace et revenir sur Terre, mais vraiment le plus bas possible. Et cette différence est très, très dure pour les gens qui sont sortis de là-bas. Et à mon avis, Ariel a vécu ça. Et tout d'un coup, les, les jours les centaines de jours de Millouim qu'il a fait, ils sont terminés. Il devait retourner à la maison et retrouver sa famille et commencer à lutter la vie de tous les jours. Et on est un nation avec un post-traumatisme. Mais imaginez que c'est un nation avec post-traumatisme, mais en plus quelqu'un qui a vraiment sacrifié son âme, son corps, sa vie Alors pour on le comprend, on la vie. comprend très bien ce que vous nous expliquez avec beaucoup de pudeur et d'émotion. Je vais vous poser une question directement, Ravdan. Vous pensez que vous souffrez de traumatisme? Vous êtes accompagné aujourd'hui par des psychologues pour faire face justement à ce contraste terrible entre ce que vous avez vécu, ce que vous vivez peut-être aussi encore aujourd'hui dans le cadre de vos fonctions et la vie de tous les jours justement? Alors, la première réaction, j'ai envie de vous dire, c'est viens, on parle sur l'équipe, viens, on parle sur les gens, viens, on parle sur Ariel, sur Chrono Livracha. Mm-hmm. Pour deux raisons. Un, parce que c'est pour ça que je suis là. Deux, parce que on a honte. Bon, je suis là, on est en train de parler. Mais des gens qui font ça, ils ont l'habitude qu'on leur dit, waouh, vous êtes fort, comment vous arrivez à le faire, quelle force vous avez reçue de la Kadosh Baruch Hu, du bon Dieu pour le faire. Et
Et les gens, ils ont honte de dire non, on est des hommes, on est des hommes, on a une certaine douceur. Et oui, même nous, ça nous fait des choses. Alors oui, on est accompagné, on suit des rendez-vous, on analyse surtout, on a des endroits pour parler. Mais je reviens à parler sur le groupe. Pas assez. Il n'y a pas Mhm. assez d'endroits, il n'y a pas assez d'ustensiles psychologiques. Et pas seulement ça. Aujourd'hui, la plupart des solutions, c'est des solutions que les gens doivent venir et prendre. Il n'y a personne qui est en train de dire, d'essayer de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin et qui ne demande pas. Et même si quelqu'un il demande, alors il pourra peut-être trouver quelqu'un qui va lui parler une fois par semaine, 2 fois par semaine. Mais c'est pas assez. Il y a la famille autour. Alors, l'armée va dire on n'a pas la solution, partez au ministère de la Défense. Et au ministère de la Défense, c'est vraiment, vraiment compliqué, parce qu'au ministère de la Défense, il y a des sections qui s'appellent Agaf Hashikoum. Et dans le Agaf Hashikoum, c'est eux qui doivent rétablir les gens qui ont été blessés. Et Mhm. c'est aujourd'hui, contrairement il y a Des milliers. bientôt 30 ans, aujourd'hui, c'est reconnu comme une blessure de guerre. Vraiment, Mhm. c'est handicap de guerre. Mais pour avoir une reconnaissance et commencer à avoir une petite soutien, ce n'est pas des grands soutiens, des petits soutiens. Les gens, ils doivent passer vraiment, vraiment des, d'abord beaucoup de temps, beaucoup d'examens. C'est quelqu'un qui a vraiment post-traumatisme, il peut attendre entre 6 et 10 mois. Mais post-traumatisme, c'est quelque chose qui est tout de suite. C'est une suite, d'ailleurs, de post-traumatisme, d'un traumatisme qui n'a pas été bien traité, tout de suite traité. Ça veut dire si, moi, et ça, personne ne savait ni la grandeur, ni la profondeur de la chose. Mais si tout de suite au début, ils auraient amené tous les psychologues ou tous les aides sociaux autour des gens qui s'occupaient de ça, et il y avait les bonnes mesures pour pouvoir leur donner, pour parler, pour analyser, pour se rétablir, il y aurait eu moins de post-traumatisme. Mais comme on s'est occupé pendant 1 an et 8 mois que à donner service au peuple d'Israël et aux âmes du peuple d'Israël, alors du coup, quand on arrive à la fin du parcours, les gens, et moi je parle avec les gens, là je parle en tant que rabbin à l'armée, commandant à l'armée réserviste, les gens ils tombent. Quelqu'un qui s'occupe de ça depuis 40 ans, très très fort, il m'a écrit un message, et dans le message j'ai vu que même lui, il est en train de se défendre. De Il craquer. subit. Donc, c'est vraiment chez tout le monde et c'est normal. Mais, et ça, vraiment, c'est un appel aux gens. Vous connaissez des gens qui étaient là-bas. Vous connaissez même des gens qui étaient à la guerre à Gaza. Et tout d'un coup, vous voyez qu'ils ne parlent pas trop. Et essayez pas de commencer à les taquiner et dire oh, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Essayez de les enlacer. Leur donner beaucoup d'amour et leur donner vraiment une place de. C'est très, très important le soutien du peuple. C'est le peu qu'on peut faire avant de donner l'aide médicaux, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de un peu plus compliqué que ça. C'est les services qui doivent, c'est les services médicaux, l'Israël, le ministère de la Défense qui doit trouver des bonnes solutions. Je vais vous poser une autre question qui est peut-être difficile. Durant votre service ces derniers mois, vous avez eu le sentiment que certains de vos collègues, de vos amis, de vos compagnons de l'unité souffraient de cela et qu'il fallait les conduire justement vers les psychologues alors qu'ils n'étaient peut-être pas suffisamment suivis? D'abord, oui, mais je, pour expliquer, il y a 2 jours, on a parlé quelque part, et quelqu'un m'a appelé. Et il m'a dit, sache que après 2 mois, le premier 2 mois de la guerre qui était pénible, était très très dur, très très intensif. Et il m'a dévoilé quelqu'un de très important. Il est rave d'un endroit, vraiment d'un des grands villages, quelqu'un de très très important. Il m'a dit, j'avoue, après 2 mois, je suis retourné à la maison et il n'avait plus envie de vivre. Il voulait vraiment, il a partagé avec moi qu'il voulait vraiment arrêter de vivre. J'utilise pas le mot, j'aime pas utiliser Le mot les de- mots durs comme ça. Et il m'a dit, il a un peu réfléchi. Il a décidé que le mieux, c'est continuer à agir. Alors il est parti dans des unités à Gaza pour continuer à donner ses services. Et il m'a dit que ça lui a donné sens à sa vie. Et aujourd'hui, quand il pense à ça, il dit heureusement que j'ai fait ça, tout va bien. Mais ça veut dire que, oui, les gens, ils passent des choses. Et des fois, on ne les sait pas. On ne sait pas. Dans cette histoire-là que je vous racontais, heureusement,
qu'il avait les bonnes idées, ou il a reçu les bons conseils, mais vraiment, on doit vraiment regarder chaque personne qui sort de cette unité. Et je suis sûr qu'il y a aussi des autres unités qui ont cette spécificité, mais chaque personne qui sort de là, comme quelqu'un qui a vraiment besoin de soutien, même s'il a rien demandé, même s'il a l'air hyper costaud, mais oui, et on est là surtout pour ça, pour partager avec vous et avec ceux qui écoutent ces émissions, et pour aussi propager le message de cette unité, et du travail vraiment sacré de cette unité, c'est des gens qui sont rentrés, on peut dire, en Guinée, pour donner le paradis à leurs frères et sœurs qui sont tombés le 7 octobre ou dans la guerre à Gaza, au Liban, et dans nos entourages. Parce qu'à Amki la vie aussi, on s'est occupé des événements qu'il y avait autour. Qu'il y avait même dans le pays. Voilà. Alors c'est des actes qui ne s'arrêtent pas. Eh bien, Rav Shraga Dahan, je ne peux peut-être certainement que, au nom même de tous nos auditeurs, de tous ceux qui suivent cette émission et qui vous entendront également sur les réseaux sociaux, vraiment vous dire merci, vous remercier pour ce dévouement, on va dire, sans bornes, et les épreuves que vous vivez au quotidien depuis le début de la guerre en particulier, et vous souhaitez de continuer à faire le bien comme vous le faites, de cette manière, dans le cadre de cette unité. Je voudrais peut-être qu'on redise le nom en ivrite de cette unité, de votre unité. Alors, en gros, c'est la Yechida de la Rabbanut Tzvaït, et Yechida les Tipoul Bachalalim, ou Amerikaz et Tipoul Bachalalim, ça s'appelle Malbach. Et dedans, il y a beaucoup d'unités, c'est-à-dire beaucoup de sections. Mais en gros, c'est l'unité qui s'occupe des Khalalim, non pas des cadavres comme il y en a qui disent, mais c'est des victimes, et qui des victimes qui ont donné leur vie pour le peuple d'Israël, parce que c'est des gens qui ont été vraiment assassinés, qui ont donné leur vie au peuple d'Israël. Et nous, on est là pour protéger leur âme et réussir à les amener avec beaucoup de kedusha, les amener en paix vers Israël. Bien encore, merci beaucoup Rav Shraga Dahan de nous avoir émus dans cette description difficile de ce que vous avez appelé effectivement le Gehinam, pour permettre justement aux victimes d'arriver au paradis, au Gan Eden. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos sentiments aujourd'hui. Je peux comprendre aisément que ce n'est pas facile, mais merci beaucoup d'avoir accepté de le faire pour nous ce matin, et on vous souhaite bien entendu une continuation sereine, bien entendu dans la mesure du possible, et continuer à servir le Ham Israël comme vous le faites. On est vraiment impressionné par votre dévouement et le dévouement de tous les soldats de cette unité de la Rabbanut Hatzvaït, de l'aumônerie militaire israélienne de Tzahal. Merci beaucoup. Si je peux... Oui. Si je veux juste, avec encore un mot, juste dire pour la femme de Ariel et sa famille. Oui. Hier, elle a envoyé un appel de soutien. Ça déchire le corps, parce qu'elle a envoyé même un film où elle pleure. Elle dit qu'elle est restée seule. Alors d'abord, vraiment chaque personne qui voit ça, qui voit son appel, on peut l'aider. Les gens, ils ont besoin de l'aide, des soutiens physiques, financiers et spirituels. Alors j'aime qu'on ne va plus entendre des douleurs comme ça, et qu'il n'y aura que des bonnes nouvelles dans le peuple d'Israël. Bezrat Hashem. Merci beaucoup encore une fois, Rav Shraga Dahan, d'avoir accepté de répondre à nos questions. À bientôt. Shalom, shalom. À bientôt.